Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Alain Descombelles. Il était surtout connu comme chef d'entreprise, créateur notamment de la FPME. Avant d'entrer en politique comme fondateur de l'Avenir Ensemble en 2004, il a été élu de la province sud de 2004 à 2009, membre fondateur de Calédonie Ensemble, puis candidat aux législatives sans étiquette en juin 2017. Il revient aujourd'hui sur le devant de la scène politique. On l'a appris hier comme tête de liste du Rassemblement national pour les provinciales du 12 mai. Alain Descombelles, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai fait un bref résumé de votre cursus politique. Ça correspond, il y a des choses à ajouter, j'ai oublié quelque chose? Il y aurait toujours des choses à rajouter, mais c'est tout à fait exact. Alors avec un tel itinéraire, on est un peu surpris, et vous le savez, de vous retrouver tête de liste du Rassemblement national. C'est une étiquette que vous n'aviez pas eue jusqu'à présent. On va vous reprocher d'être un peu girouette, de changer régulièrement de casquette? Oui, pour ceux qui veulent avoir une réflexion assez courte, mais comme je l'ai évoqué, le Rassemblement national était avec nous et l'Avenir Ensemble dans une négociation qui avait été faite d'ailleurs avant les élections, et nous avons géré la province grâce au Rassemblement national. Vous aviez fait la majorité en 2004. Exactement. Avenir et donc Ensemble, on a travaillé avec, national. et on a donc travaillé avec eux pendant 5 ans, ce qui nous a permis effectivement de gérer la province correctement. Et c'est là effectivement que, étant donné que je suis quelqu'un de droite, et ça personne ne peut en douter, j'ai donc tissé des liens avec des personnalités françaises, et j'avais donc une relation un petit peu particulière avec Marine Le Pen, où j'échangeais régulièrement sur des réflexions économiques. Donc pour moi, il n'y avait absolument aucune surprise pour que peut-être qu'un jour je fasse partie de cette mouvance. Donc voilà, c'est un... Ce sont des contacts donc, qui datent d'une quinzaine d'années que vous avez continué à entretenir. Tout à fait. Vous étiez au RPR avant? Écoutez, au RPR calédonien, non. En fait, j'ai jamais signé ma carte. Cela étant, j'ai été un proche de Jacques Lafleur, de Christian Prost et autres dans des périodes violentes que certains Calédoniens se souviendront pendant les événements de 93 contre Cotrail-Bregueil. Et donc, j'ai été un des militants les plus fervents, notamment pour défendre les entreprises. J'oublie pas la guerre, parce qu'on peut appeler ça comme ça, sur Ducos. Et nous étions très peu nombreux à nous défendre. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où j'ai créé la FPME, qui est devenue la CGPME. Alors, quelles sont les valeurs que vous partagez avec le Rassemblement national? Parce que c'est un parti, c'est le parti de Marine Le Pen, de son père auparavant, qui est entouré d'un certain nombre de fantasmes ou de craintes de la part d'un certain nombre de gens. Quelles sont les valeurs que vous partagez avec ce parti? En quoi vous vous reconnaissez dans le Rassemblement national aujourd'hui? D'abord, je dirais que je me reconnais dans le Rassemblement national comme les 47 000 Calédoniens qui ont voté pour elle au second tour des présidentielles. À savoir qu'aujourd'hui, le Rassemblement national ne veut pas que la Calédonie tombe dans l'indépendance. Et c'est le seul parti qui, même depuis 1999, lorsqu'il a fallu malheureusement exclure l'ensemble des Français qui venaient s'installer en Calédonie en termes de vote, qui étaient contre. Donc moi, je suis d'origine métropolitaine, et effectivement, j'ai toujours trouvé que la politique du tourniquet, ou parce que celui qui est arrivé 5 minutes après moi, il n'est plus, on va dire, calédonien pour voter, je trouve ça monstrueux. Donc je me suis tu sur cette affaire parce que je n'étais pas non plus un leader, mais c'était quelque chose qui me restait en travers de la gorge. Donc déjà, si vous voulez, j'ai avec le parti de Marine Le Pen cette position qui pour moi est une position très importante, c'est de vouloir rester français à tout prix, de ne pas vouloir d'État associé, ni de partenariat, ni de quoi que ce soit. On est français, on reste français. Et après, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Vous parliez des 47 000 voix de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle en Nouvelle-Calédonie. Vous voulez surfer sur ce score? Vous estimez que là, il y a un réservoir de voix pour le Rassemblement national? Je pense d'abord, vous savez, dans la vie, il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle fait un tel score? Ça prouve bien que les gens, déjà à l'époque, et on ne savait même pas encore ce qu'allait devenir le référendum, avaient une très forte crainte, et à juste titre, qu'on pouvait basculer dans l'indépendance, et donc c'était un recours qui, pour eux, leur paraissait beaucoup plus solide que celui de Macron. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui que Macron, qui est une personnalité que je ne déteste pas, loin s'en faut, mais qui aujourd'hui est le seul à avoir dit débrouillez-vous, et vous voterez comme vous voudrez. Je me souviens que Rocard, lui, a toujours dit, qui était donc socialiste et qui est le père des accords, je suis pas pour l'indépendance, mais si vous la voulez, je vous la donnerai. Ce qui est quand même une très grande différence dans le ton et l'attitude. Et je pense que c'est ce qui explique que les Calédoniens ont peur, et ils ont raison d'avoir peur. Vous êtes donc tête de liste, vous l'avez annoncé hier pour le Rassemblement national. On a envie quand même de vous demander comment ça s'est passé avec Bianca Hénin, figure emblématique du Front National, puis du Rassemblement National en Nouvelle-Calédonie. C'est elle qui a conduit les listes, qui était candidate aux législatives au nom du Rassemblement National. Vous êtes venu lui piquer sa place?
Pas du tout, non. Je pense que d'abord, ça s'est très bien passé parce que je connais Bianca depuis de très nombreuses années, puisque justement, elle faisait partie avec Guy Georges de cette alliance que nous avions faite. Et donc, on avait une très très bonne relation amicale et on s'entendait très bien. Donc, il n'y a pas eu une surprise exceptionnelle de sa part. Elle savait bien qui j'étais et ce que je venais faire. Et ça s'est passé comment? C'est vous qui lui avez proposé de conduire la liste? Ça s'est fait à Paris? Expliquez-nous. Je pense que ça s'est fait effectivement dans une réflexion triangulaire entre Paris, qui souhaitait effectivement à ce que je vienne sur cette liste pour des raisons que l'on évoquera, et puis bien sûr avec Bianca qui a trouvé très bien aussi de rénover un petit peu le parti, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une personne de la société civile qui pouvait éventuellement l'appuyer. Donc c'était, je crois, le bon moment, et donc Marine Le Pen a estimé que ma vision des choses, ma vision en économie, sur le plan social, et mon engagement dans l'outre-mer méritait à ce que on puisse appuyer la position du Rassemblement national. Et les militants de base du Rassemblement national ici, ils vous voient comment? De quel œil arriver à Alain Descombelles? Certains me voient avec un peu de surprise, d'autres sont ravis. Il y a peut-être d'autres qui voulaient la place? Je sais pas. Je sais pas, et en même temps, je dirais que très sincèrement, c'est pas mon problème. Je viens pour justement ramener le Front National qui est maintenant le Rassemblement National au Congrès, parce que je trouve qu'il a toute sa place et qu'il mérite d'avoir sa place, et puis surtout parce que la situation économique et sociale, c'est tellement la chienlit actuellement, et même politiquement, qu'il est temps que nous renversions la table et que nous ayons des idées un peu plus révolutionnaires que ce que nous avons pour essayer de sortir le territoire de cette ornière. Alors justement, au-delà de l'étiquette Rassemblement National, quelles sont les grandes lignes du programme que vous allez défendre? Il va être essentiellement économique, puisque c'est un petit peu votre formation et le milieu dont vous êtes issu? Non, d'abord, il va être bien entendu pour cette vision qui est qu'il n'y a aujourd'hui que le Rassemblement national qui ne souhaite pas du tout de discussion dans un partenariat et qui souhaite absolument à ce que l'Académie reste française. C'est un état de fait. Ensuite, il y a une réflexion, bien entendu, sur la sécurité. Je rappellerai simplement que j'ai été l'objet d'une agression avec ma famille à 2h du matin et tabassé par 2 jeunes Kanaks qui sont introduits chez moi. Et croyez-moi, ça fait réfléchir sur la façon dont aujourd'hui la délinquance en Calédonie se propage. Donc c'est votre expérience personnelle? Mon expérience personnelle m'a permis de bien réfléchir, et je pense que tous ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, si ça leur arrivait, je pense qu'ils changeraient d'avis et que peut-être ils seraient un peu moins laxistes. Donc là-dessus, il y a des propositions à faire, et c'est vrai que je suis un témoin de cette attitude et qui dégénère. Et puis bien entendu, aujourd'hui, c'est la pauvreté qui m'importe, moi. Parce que quand on n'a pas de travail, on est pauvre. Et qu'aujourd'hui, le monde calédonien le plus pauvre, ce sont quasiment 50% de la population qui ont du mal à finir les fins de mois. Donc je pense que d'ailleurs, avant de m'attaquer aux inégalités, c'est de s'attaquer à la pauvreté, et c'est créer de l'emploi. Donc si vous ne créez pas de l'emploi, eh bien vous ne changez rien. Et bien entendu, à ce moment-là, le monde indépendantiste aussi, si vous voulez, en fait ses choux gras. Hein. C'est simple, c'est facile de dire aux gens, vous n'avez pas de boulot, c'est la faute des autres. On va reprendre ces points un peu les uns après les autres. On va commencer par l'économie. La Calédonie est confrontée avec retard peut-être à la crise mondiale qui a frappé toute l'économie, à la crise du nickel qui la frappe de plein fouet. Vous n'avez pas forcément de recette miracle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'économie aille mieux? J'ai pas de recette miracle. Qu'est-ce que vous allez proposer? J'ai pas de recette miracle, mais souvenez-vous, lorsque je me suis présenté, et comme je le disais, j'aurais très bien pu me présenter sous l'étiquette du Rassemblement national à l'époque. Lorsque je me suis présenté, c'était pas pour faire des voix en 2017, c'était pour avertir les Calédoniens qu'on allait dans le mur et que la situation économique et sociale allait être terrible. C'était pour sonner le tocsin. Exactement. Certains se sont gaussés de ce que j'ai dit, et aujourd'hui, on voit bien le résultat. C'est-à-dire qu'il y a des fermetures d'entreprises à tour de bras et l'économie va très mal. Alors, quelles sont les raisons? Bien entendu, vous avez évoqué le nickel, mais le nickel n'explique pas tout. Je pense qu'on a été très dépensier. Je pense que la fonction publique et les dépenses de la fonction publique ont été colossales. Je veux vous donner simplement qu'un seul chiffre, hein, la masse salariale de la fonction publique en France, c'est 14% du produit intérieur brut, ce qui est déjà une anomalie, puisque tout le monde hurle en France en disant « mais vous vous rendez compte, c'est énorme ». Nous, c'est 20%. Donc ça peut paraître normal pour les Calédoniens, mais on a une vraie problématique, moi ça me dérange pas de payer les gens, ce qui me dérange surtout, c'est de savoir si on en a les moyens. Donc à un moment donné, il faut savoir vers quoi on met les moyens et qu'est-ce que l'on oriente en termes de politique. Il faut diminuer la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il faut mettre des postes là où il y en a besoin, et je pense qu'il faut éviter surtout
les embauches de complaisance. Et je sais ce que c'est, puisque je connais bien comment ça se passe au sein de Calédonie Ensemble. Il y a beaucoup d'emplois de complaisance qui méritent à être regardés de près et puis de faire travailler les gens. Donc je ferai des propositions très très concrètes sur le sujet. Et je sais que c'est un sujet qui me déplaît parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Mais je pense qu'il est important. Et je ne parle pas après des dépenses de la fonction publique en général. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire de réflexion et de réorganisation, parce qu'il y a beaucoup d'économies à faire avant de s'occuper du problème des salaires. Il y a beaucoup d'économies à faire et j'estime qu'on devrait pouvoir arriver à faire à peu près 20 milliards d'économies qui nous permettraient de relancer la machine économique. Et ça, c'est un problème de fond parce qu'on a fait que de la politique et en fait, on a fait une politique de complaisance. Alors vous avez mis en cause également hier la mise en œuvre de la TGC. Pourtant, c'est un impôt que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens voulaient. Vous-même, je crois que vous avez défendu la TGC. Tout à fait, mais je ne suis pas contre la TGC, loin s'en faut. Je dis mais elle a aggravé la crise, selon vous ? Je pense la TGC, la façon dont le gouvernement a mis en place cette mesure, ils l'ont torpillée eux-mêmes. J'ai toujours dit qu'il fallait, dans un premier temps, immédiatement rembourser les entreprises des droits et taxes qui étaient dus. Or, ils ont fait un calcul à la Dubout qui fait que nous serons plus ou moins remboursés à 44%, ce qui fait qu'il y a 5,5 milliards qui ne seront pas remboursés sous prétexte quand on fera des bénéfices, éventuellement, on déduira de nos impôts. Or, je pense que c'était un moyen déjà de relancer l'économie avec ces fonds dont les entreprises ont bien besoin, parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont exsangues. Le problème de fond aujourd'hui, c'est que la fin de l'année a été catastrophique, que les chiffres d'affaires ne se font pas, puis plus les chiffres d'affaires baissent, moins la TGC rentre, puisque c'est lié par rapport au chiffre d'affaires des entreprises. Donc, conclusion, les recettes fiscales ne se font pas, et puis en même temps, comme on n'est pas remboursé pour certains, et pour beaucoup des sommes qui nous sont dues, eh bien, il y a des gens aussi qui retardent le paiement de leurs taxes, tout simplement parce que déjà, on ne leur a pas remboursé les leurs. Donc je crois qu'en ce moment, on est dans la pire des situations, et je crains qu'effectivement, on se rende compte que le taux de récupération par rapport à avant va être beaucoup plus faible parce que l'activité a chuté, et ça, l'activité, la responsabilité en vient bien entendu directement aux élus et au gouvernement. Alors pour relancer l'économie, pour créer des emplois, qu'est-ce que vous allez proposer ? Vous avez déjà des mesures précises, concrètes que vous allez proposer dans ce programme provincial ? Oui, c'est un travail de fond, donc je ne vais pas non plus pour l'instant tout de suite, parce que je sais que l'économie, parfois, ça rase un peu les gens, donc je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert. Sans catalogue, mais quelques indications. C'est clair qu'on a un certain nombre On a aujourd'hui en Calédonie de vieilles réminiscences coloniales sur des textes poussiéreux qu'on nous impose. Je vais vous en donner simplement un qui est vraiment très typique. Il faut savoir aujourd'hui que tout produit importé qui n'est pas fabriqué en Europe a une taxe douanière de 10%. Alors en clair, pour vous dire, c'est 80% des produits hors alimentaires. Donc c'est le genre de choses qu'il faut arriver à nettoyer, supprimer ce type de taxe, parce que là, vraiment, ça pénalise le Calédonien dans le prix qu'il paie lorsqu'il veut les consommer. Et là, on est sur des choses qui sont totalement aberrantes. Alors, il faut savoir en plus que tous les produits importés en France hors CE n'ont pas forcément de taxes et de droits de douane aussi élevés. L'exemple de la Chine est une vérité, puisque les produits chinois sont importés en France avec 0 taxe. Par contre, quand on les rachète, nous, puisque malheureusement, on n'est même plus capable de fabriquer une pince à linge en France, vous achetez une pince à linge chinoise qui arrive en France et qui revient chez nous avec des taux de 37%, et dans lequel vous avez cette taxe, ces droits de douane qui sont inadmissibles. Donc, je pense qu'il faudra réfléchir pour faire des textes, les toilettés, pour dire, voilà, tout ce qui est dans la zone entre la Nouvelle-Zélande et l'Asie doit avoir cette taxe qui est supprimée à partir du moment où, par exemple, on les fait venir en direct. Parce qu'il y a aussi les problématiques du CO2. Et j'oublie pas, quand vous avez un produit qui part d'Asie, qui arrive en France et qui revient chez nous, vous voyez un peu le cinéma. Et en même temps, ce sont des coûts qui sont colossaux pour les Calédoniens. Alors vous avez également des propositions concernant la fabrication locale, les entreprises de fabrication locale. Ça, c'est... Oui, tout à fait. Parce que si vous voulez, il faut pas confondre deux choses. C'est un peu dangereux parce que les entreprises locales, on sait qu'on les défend beaucoup, elles créent des emplois quand même. Oui, alors, ce que j'appelle les faux emplois ou les emplois fictifs. À savoir qu'il y a une partie de l'industrie locale qui est vraiment sérieuse, solide, et qui, sans aucun problème, a des produits qui sont de bonne qualité. Et là-dessus, c'est vrai que je suis, moi, pour qu'on les aide. Je l'ai écrit, donc ça ne me dérange pas. Si ce n'est que lorsqu'un produit est à 10% même plus cher que d'un produit importé, ça ne me dérange pas qu'il soit local. À partir du moment où il est 100, 200, 300% plus cher, je me pose des questions. Et à partir du moment où je vois un chef d'entreprise qui se retrouve avec un bateau de 15 mètres, avec une maison de 300 millions et une Porsche Cayenne, et qui pleure sa mère pendant 30 ans pour obtenir des aides et des subventions qu'on a données, et qui fait 95% du marché, et encore son produit, il n'arrive toujours pas à le vendre correctement, je pense qu'il y a une limite. C'est comme moi si je demandais, parce que j'investis dans mes magasins, et que je demande aussi une aide parce que j'ai des salariés et qu'il faudrait tout le monde vienne acheter chez moi. Je trouve que ce lobby
est scandaleux parce qu'il n'est pas équilibré. Et j'oublie pas quand même, puisque dans la liste de Madame Backès, il me semble qu'il y a un soutien assez fort de familles calédoniennes qui sont dans la fabrication locale, telles que le papier toilette ou les riz de Saint-Vincent. Donc c'est compliqué après d'expliquer, quand on n'est pas d'accord sur l'augmentation du yaourt, qu'il va falloir revoir les textes, parce que bien entendu, je ne fais pas moi de différence entre ceux qui sont qui je dirais qui sont de gauche ou de droite dans cette affaire. Je suis absolument contre tous ceux qui profitent d'un système. Maintenant, il y a de vraies entreprises locales qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Mais qu'on ne me dise pas que les autres, c'est de la valeur ajoutée. Vous les amenez chez eux, vous les payez à rien faire, ça nous coûtera encore moins cher. Donc à un moment donné, j'ai le courage de le dire. La crise économique, les mesures économiques, ça vous paraît l'essentiel aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Ça va être le thème essentiel de votre campagne provinciale? Ce ne sera pas forcément le thème essentiel, mais je veux faire comprendre aux gens que les Calédoniens se croient dans une bulle. C'est un peu, si vous voulez, si on était sur un circuit d'auto-tamponneuses, et les Calédoniens sont persuadés qu'ils conduisent leur auto-tamponneuse tout seuls, alors qu'il y a 250 auto-tamponneuses qui vous basculent de partout. Et c'est ça, le danger qu'on a. C'est-à-dire que la mondialisation, on n'y est pour rien, mais elle est là. Donc de penser qu'on peut vivre dans notre petite bulle sans penser que nous, on n'est pas atteints par la mondialisation est un leurre. La preuve, dans le nickel, on a bien vu que les coûts de production du nickel sont compliqués ici parce qu'il y a de la concurrence, mais c'est pour le reste pareil. Donc on veut toujours penser qu'on peut vivre de l'État français tout en le critiquant et tout en critiquant les fonds qu'il nous apporte, alors qu'on en vit et qu'en même temps, il nous donne une protection qui devient, je dirais, maintenant un peu dangereuse, dans le sens où l'ouverture, on en a besoin, et c'est un danger de penser que économiquement, on peut rester sur ce système-là. Donc il y a toute une série de propositions et de nettoyage à faire sur nos textes pour que nous puissions effectivement être beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. Mais vous-même, je le rappelle, vous avez été élu déjà pendant 5 ans, vous avez été même président de Promo Sud. Tout à fait. Donc vous portiez la politique économique de la province Sud, et notamment de l'Avenir Ensemble, puis de Calédonie Ensemble. C'est eux qui ont changé, c'est vous qui avez changé, parce que vous êtes très critique aujourd'hui sur la politique qui mène. C'est eux qui ont changé. Moi, vous savez, j'assume ce que j'ai fait. J'ai fait racheter les casinos, tout le monde était contre. Mais aujourd'hui, ça paye les dettes de Gorodeva. À l'époque, les casinos, ils faisaient 800 millions de bénéfices. Aujourd'hui, Gorodeva nous coûte 1 milliard. J'étais contre le fait d'acheter 5% d'actions ridicules auprès de Vallée, qui nous ont coûté que 2,4 milliards, sur lesquels on paye encore les traites à Promo Sud. Parce que ça n'avait aucun sens d'avoir 5%. Maintenant, j'étais dans une liste, on dit on ferme sa gueule, on démissionne. J'ai assumé ce genre de choses, mais j'étais tout à fait contre. Et sur Gorodeva, qui est un gouffre financier à 1 milliard de pertes par an et qui a coûté plus de 10 milliards, il y aurait de quoi redire. C'est-à-dire que ce sont des erreurs de stratégie, et puis c'est parce que ça a été une vision de politique politicienne qui aujourd'hui nous coûte très cher. Parce que les 2,4 milliards que j'évoque, je serais bien content qu'on les ait aujourd'hui pour les remettre dans l'économie. Quant à Gorodeva, la masse qui a coûté à Gorodeva pour le peu de succès prouve que notre réflexion touristique est nulle. Donc je pense qu'il est temps qu'on revoie et qu'on renverse la table sur ce genre de sujet. On parlait des questions de sécurité. Vous nous faisiez part de votre expérience malheureuse concernant l'insécurité et la délinquance sur le territoire. Mais on va vous dire que ça relève directement de l'État et que l'ordre public. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Quel sera le thème de la campagne du Rassemblement national sur ce thème de la sécurité? Si ce n'est de dire il y a de la délinquance et il faut lutter contre, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je pense qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens et nous n'avons pas, pour un territoire comme le nôtre, en danger sur le plan de la sécurité, surtout que c'est un problème de sécurité où on mélange un peu tout. Moi, j'ai été cambriolé 6 ou 7 fois dans mes entreprises sur les 2 dernières années. Vous avez beaucoup de jeunes qui cambriolent et qui vous disent c'est normal, je suis chez moi, je suis en Kanaki. Bon, il y a quand même un doute à avoir sur la façon dont certains jeunes se déculpabilisent de leur comportement. Après, il y a la délinquance comme partout, qui est une délinquance liée à la pauvreté, liée à l'éducation. Et je crois qu'il y a un travail de fond à faire, bien sûr, entre les familles, les chefs coutumiers, avec les élus de tous bords, et bien entendu l'État français, qui, s'il veut pas qu'on revienne aux événements de 84, ont intérêt à mettre sur place ici un certain nombre de fonctionnaires qui nous sera très utile pour essayer un petit peu de rétablir l'ordre. Je trouve que ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. On n'a pas assez de moyens. Il est temps de revoir, et là où je dirais que l'État français a son rôle à jouer, c'est dans la sécurité des Français, c'est-à-dire nous sommes des citoyens français, même si on a 20 000 kilomètres, ils nous doivent cette sécurité. Nous ne sommes pas au fin fond du Pakistan ou au Bangladesh, nous sommes en France. Donc il est temps que l'État français prenne ses responsabilités sur le sujet. En matière d'avenir institutionnel, le maintien dans la France, bon ça on vous le contestera pas, et c'est effectivement l'image de toute façon du Rassemblement national, mais est-ce que ça suffit comme slogan? Qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je pense que, si vous voulez, c'est pas le slogan final et définitif sur la réflexion de fond. Je suis pour que l'État français reste le plus puissamment en Calédonie. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons un système institutionnel qui est confiscatoire. C'est-à-dire qu'on a voulu donner de l'autonomie
localement, qu'est-ce qu'on en a fait? Les indépendantistes aujourd'hui sont incapables de nous prendre en main et de nous gérer. C'est une certitude et bon nombre de, je dirais, littéraires canaques nous expliquent qu'il faudrait que ça va trop vite et qu'il faudrait 30 ans de plus. Ils n'ont pas tort. Mais les loyalistes, pendant tout ce temps-là, ont des comportements confiscatoires sur la façon dont ils voient aussi, et je vois les abus, je vois les excès qui se passent en Calédonie. Je rappellerai par exemple l'organisme qui vient de monter, qui s'occupe du droit de la concurrence. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont une idée, l'autorité contre la concurrence, excusez-moi, eh bien on voit qu'elle sert à rien, puisque de toute façon le gouvernement fait ce qu'il veut. Donc ça prouve bien que pour aider un copain, un coquin, et pour aider ou pour faire autrement, on peut contourner le pouvoir pour l'apporter pour des voies politique. C'est-à-dire, on se dit, ça peut nous apporter des voix, on peut avoir des combines. Et ça, je pense que mon souhait à moi, c'est de toiletter le statut pour qu'il y ait plus de contrôle des fonds publics sur la façon dont on est géré. J'expliquais lors de la campagne qu'il faudrait aussi que les fonctionnaires puissent avoir le droit de dire, ben voilà, il se passe quelque chose d'anormal dans mon secteur, je dénonce. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut revenir à la réalité, quoi. On a des roitelets. On a construit des roitelets. Et à un moment donné, je pense qu'il est temps de ne pas être, si vous voulez, qu'on nous impose que pour quelqu'un qui le matin se réveille a décidé de faire quelque chose pour la Calédonie ou pour lui, ou dans sa vision politique, on en soit tributaire. Je pense que c'est important de revoir cette vision, et c'est pour ça que je dis que l'autonomie, c'est bien à partir du moment où elle a une réglementation qui nous permet d'avoir une partie de critique et de faire sa propre autocritique, parce que sinon on arrive à des situations incongrues. Bon, on évoquait le yaourt, mais comme dans bien d'autres domaines. Une autonomie contrôlée, donc. Alors, vous le savez, les présidentielles du 12 mai sont décisives, en tout cas extrêmement importantes. C'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Il y a un risque d'une majorité indépendantiste au Congrès. On en parle, surtout après les résultats du référendum. Est-ce que vous prenez pas un risque en présentant une liste en dehors des autres listes non indépendantistes? Est-ce que cette division ne va pas finalement amener à une majorité indépendantiste au Congrès? Ça, c'est de la foutaise. Parce qu'il y a une perte de voix, parce que... Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est des calculs que l'on fait toujours avant, et il y en a beaucoup de gens qui aiment bien faire les calculs avant de faire le match. Moi, je pense aujourd'hui qu'au contraire, une alliance de circonstances, avec des gens qui, comme je le disais hier, Sonia Backès, c'est la boulimique de la division, qui se sont disputés pendant 10 ans, qui ont changé de camp, etc., et qui se détestent, que l'on veuille ou non, hein, ou alors c'est qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient quand ils le disaient. Demain, finissent par s'embrasser sur la bouche. C'est comme si vous m'expliquiez que lorsque l'on divorce, les gens se remarient entre eux. Bah non, quand on divorce, excusez-moi, on se remarie rarement. Ça veut dire qu'on a des différences qui font qu'il faut que la rupture amène. Et je l'ai vécu au sein de l'Avenir ensemble, où très vite, pourtant c'était des mecs de haut vol, hein, entre Leroux, Gomez, Martine, des gens qui avaient eu des responsabilités fortes sur le plan politique. Croyez-moi, on s'est disputé la semaine d'après. Je pourrais raconter des choses qui amuseraient les Calédoniens là sur le sujet. Enfin, vous en racontiez un jour. Tout à fait, je le ferai peut-être après. Mais tout ça pour expliquer que ça ne marche pas, une liste qui est une liste d'associations de gens qui, de toute façon, à un moment donné, ne vont pas se mettre d'accord. Ça ne marche pas et je l'ai vécu. C'est pour ça que je me dis que c'est encore plus dangereux. Est-ce que vous avez souhaité quand même que le Rassemblement national ait éventuellement des candidats sur cette liste, de faire une grande union des non-indépendantistes? Moi, je suis. Ou est-ce que ça a été non, mais vous avez raison de me poser la question, puisque effectivement, ils ont été contactés, mais avec une pince à linge. C'est-à-dire que Backès et un certain nombre veulent bien les voix des gens du Front National et du Rassemblement National, mais avec une pince à linge. Donc, ils leur ont fait quelques coups tordus, si j'ai bien compris, en disant bah oui, c'est pas maintenant. Alors on leur a expliqué que c'était Sonia Lagarde, je vois pas la pauvre en quoi elle était responsable, qui ne voulait pas que sur cette alliance, que je l'ai pas vu non plus à l'hippodrome, Sonia, qui ne voulait pas que il y ait les gens du Rassemblement National. Enfin, on leur a expliqué des choses tellement ubuesques qu'ils ont estimé qu'il fallait mieux y aller tout seul, et que en même temps, ils savaient très bien que cette liste d'alliance pouvait poser problème à terme. Donc je pense que c'est un peu l'ensemble des deux, mais une fois qu'on ne vous veut pas et une fois que nous mettons en ligne de bataille, eh ben, je trouve un peu surprenant qu'on fasse des cris d'orfraie, alors qu'en fait, c'est eux-mêmes qui se sont tirés une balle dans le pied. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est pas plus mal, et effectivement, c'est pour la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai accepté de prendre la tête de la liste, parce que je pense qu'on peut faire un certain nombre de postes, et qu'on peut avoir notre mot à dire pour essayer de faire passer des idées qui ne soient pas des idées, je dirais...
habituel où on s'arrange les bidons entre copains et coquins. Alors votre objectif, c'est de faire revenir le Rassemblement national au Congrès, à la province sud et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y siège plus depuis 2009. Pas d'union avant. Est-ce qu'après les provinciales, une union est possible et avec qui? De qui est-ce que vous vous sentiriez le plus proche aujourd'hui, de Calédonie Ensemble ou de l'avenir Oui, vous avez même du mal. Vous avez même du mal à vous souvenir du nom de ce parti, qui n'est pour l'instant pour moi pas un parti. C'est une liste. De cette liste. Moi, je pars du principe que nous pouvons faire entre 3 et 6 sièges. Bon, alors après, les uns diront, mais il est fou furieux. Bon, écoutez, moi je suis comme ça, je pars avec des ambitions. 3 ou 6 sièges à la province. À la province, oui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on sera présent, nous serons incontournables pour qu'il y ait une majorité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir imposer les idées des gens qui vont voter Rassemblement national pour qu'ils ne soient pas oubliés. Y compris les 40 000 qui ne peuvent pas voter là et qui sont aujourd'hui les cocus de l'affaire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un certain nombre de sièges qui me permettra de décider avec qui et de quelle manière. C'est ça là. Alors après, vous me dites avec qui? Je disais l'autre jour... Ça veut être que vous vous sentez le plus proche. Alors je vous dirais, pour essayer de vous donner une image, je considère pas que l'avenir en confiance. Excusez-moi, j'ai du mal, parce que ça me rappelle l'avenir ensemble. Ça me fait sourire un petit peu. Si vous voulez, c'est pas la peste et le choléra, mais c'est les oreillons d'un côté et le choléra de l'autre. Donc voilà, moins grave, quand même. Ma vision, il y en a un qui est moins grave, mais bon, si on soigne pas, ça crée des problèmes dont je ne vais pas encore vous expliquer ici sur le plan médical. Donc je m'inquiète. Après, je verrai et j'estime que je m'orienterai à partir du moment où même mes idées, ma vision des choses puissent être reprises pour une partie, parce que je n'ai pas la grosse tête là-dessus, mais au moins pour une partie, et qui correspond au vote que nous aurons et à la façon dont j'expliquerai ce que je souhaite pour l'ensemble des Calédoniens. Si on a un bon nombre de voix, eh bien, il faudra qu'ils le respectent. Alors, pas d'union dans la province sud, on l'a bien compris. Dans les provinces nord et sud, ça se discute encore actuellement. Personne n'a encore... on ne connaît pas encore la donne précise. Il faut une union ou il ne faut pas d'union face aux indépendantistes? Mais bien sûr qu'il faut une union. Mais est-ce qu'elle va être possible quand on voit les relations entre les uns et les autres? Écoutez, nous, en tout cas, on a dit qu'on serait d'accord pour participer à une union. Maintenant, je sais que Philippe Gomez, sur les 7 sièges qu'ils espèrent, il en veut 4, il veut les 4 premiers, les autres après, etc. Donc, je ne voudrais pas non plus que le Rassemblement national soit le cocu de l'affaire. Mais bon, en même temps, j'en ai longuement discuté avec Louis Alliot et Bianca Hénin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une liste d'union. Je ne vais pas m'amuser à présenter une liste sous prétexte que je ne suis pas content parce qu'on n'aura pas un de nos élus. Et la preuve en est, c'est que s'ils ne mettent pas une personne du Front National sur les 7 sièges qu'ils pensent avoir, eh bien, je le regretterai fortement, ce qui prouvera bien que de toute façon, comme je vous disais, on nous aime bien à partir du moment où on met une pince à linge pour nous parler ou pour nous toucher, on met les gants, donc ça commence à bien faire. Mais de là, après, à jouer les troublions, je ne suis pas stupide. Je crois qu'il faut qu'il y ait un maximum de loyalistes dans le Nord. Je ne vous parle même pas dans les îles, c'est une évidence. Par contre, sur la province sud, on a vécu déjà sans être forcément les uns avec les autres. Et je pense que ça peut très bien le faire, surtout au vu du contexte social-économique qui est dramatique et sur lequel je n'ai aucune confiance dans ces 2 listes. Vous nous annonciez hier la venue de Louis Alliot et de Marine Le Pen pendant la campagne, vous confirmez? Oui, je confirme. Parce que là, c'est le 12 mai, on sait que le 26 mai, il y a des européennes qui mobilisent toute l'attention des partis politiques en métropole. C'est la première fois qu'elle viendrait pour une campagne provinciale? Eh bien, je crois que dans sa décision, d'une part, c'est de relancer le Rassemblement national parce qu'elle a bien compris qu'elle avait fait un score qui était relativement conséquent. Je crois que d'ailleurs c'est le score le plus performant qu'elle a eu dans l'outre-mer. Et dans ce score performant, elle souhaite aussi remercier les Calédoniens de ce soutien. Donc je crois qu'il y a aussi de sa part une volonté d'apporter sa vision et de son soutien à ceux qui l'ont soutenu. Donc je pense que c'est ce qui la motive aujourd'hui à venir. Alors après, bien entendu, il peut toujours y avoir une problématique à sa venue en fonction d'un calendrier, mais pour l'instant, la position claire et précise de Louis Alliot et de Marine Le Pen, c'est de venir voir les Calédoniens et de nous soutenir. Et je pense que les Calédoniens seront ravis, parce que bon, Marine est une femme qui, sur le plan médiatique, je dirais en plus, a une capacité politique pour expliquer. Il y aura même beaucoup de gens qui ne voteront pas forcément Front National, mais qui seront ravis de venir l'écouter. C'est quelqu'un qui déplace les foules. Donc je pense que c'est bien qu'elle vienne, et puis c'est bien qu'elle ait cette vision des choses. En attendant, vous allez faire campagne comment? Beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait que vous avez une page Facebook que vous alimentez régulièrement. Vous allez faire campagne de quelle manière? Écoutez, déplacements sur le terrain? Oui, bien sûr. Oui, non, on a prévu de faire des campagnes, faire des réunions de quartier.
Vous savez, j'ai fait partie de ceux qui l'ont organisé pour l'avenir ensemble et Calédonie ensemble, donc je sais comment ça fonctionne. Vous avez de l'expérience? Donc j'ai un peu d'expérience sur le sujet, et donc bien sûr on va faire donc une campagne de quartier, on va faire aussi une campagne avec des meetings, je dirais un peu plus institutionnels, et puis bien entendu, c'est sûr qu'Internet aujourd'hui a pris une grande place et que c'est là où tout le monde un petit peu s'épanche. Bon, je voudrais simplement à ce qu'on reste dans une démocratie et qu'on n'aille pas en dessous de la ceinture. Parce que je l'ai vécu lors des élections législatives, j'ai eu la correction de ne pas m'attaquer aux familles. Maintenant, certains qui le feraient, ça pourrait leur cuire. Parce que jusqu'à présent, je suis resté très très simple là-dessus et très très honnête. Je souhaiterais qu'effectivement on ait un vrai débat démocratique, parce que ça n'intéresse pas les Calédoniens de s'amuser à vous mettre des oreilles d'âne ou autre chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu plus, je dirais, constructif et puis un peu plus sérieux, parce que aujourd'hui, c'est l'avenir de la Calédonie sur le plan social-économique, et c'est des milliers d'emplois qu'on a perdus et qu'il faut retrouver, et on est dans un risque politique grave. Donc je pense qu'il faut ça en tenir compte. Vous avez une première réunion mercredi, vous vouliez... Oui, tout à fait. Donc j'appelle l'ensemble des Calédoniens qui souhaitent nous soutenir, travailler avec nous à une réunion qui aura lieu mercredi à 17h30 à l'Eau Vive, pour que tous ces Calédoniens qui ont envie de participer au débat, qui ont envie de participer à construire notre liste, et en nous aidant éventuellement, aussi bien des petites mains, aussi bien des gens qui ont envie de travailler et à nous apporter leur vision, leur réflexion, est très important. Donc j'espère qu'ils viendront nombreux à cette première réunion, qui est une réunion de pré-campagne et qui est une réunion d'information et très informelle. Il n'y aura pas la presse, il n'y aura pas tout ça. L'intérêt pour nous, c'est déjà de faire le point avec tous ceux qui ont envie de nous soutenir et qui me disent, parce que j'ai pas mal sur Facebook, en me disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Donc c'est là où j'expliquerai comment j'attends ce soutien. Vous êtes tête de liste, en deuxième position Bianca Hénin, en troisième position Christopher Bourgine, et les autres. Est-ce que vous avez déjà vos 50 noms, ou est-ce que la liste est encore à... Je suis comme tout le monde, vous savez, Philippe Gomez, il supprime dans sa liste 80% de ceux qui étaient dans la liste d'avant, et il le dit au dernier moment. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que beaucoup de gens de la société civile rentrent dans cette liste. Après on verra les places, après on verra comment ça se passe, mais bon, l'important c'est qu'on montre il y a du renouveau, et qu'on ait des gens de la société civile qui viennent s'investir dans cette liste pour dire voilà, je vote Rassemblement National, je peux apporter ma vision et ma perception, et j'en ai pas honte. Je pense qu'il est important que le Rassemblement National soit vu comme un parti qui est un parti important et qui fait partie de l'équilibre politique local qu'il a toujours été depuis de nombreuses années. Alain Descombelles, tête de liste du Rassemblement National pour les provinciales du 12 mai, dont la province sud. Merci d'accepter notre invitation. Merci.